Bienvenue sur Mizan TV, très heureux de vous retrouver pour un entretien consacré au livre de Thibaut Prévost, intitulé Les prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse. Bonjour Thibaut Prévost. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des nouvelles technologies. Dans votre ouvrage publié aux éditions Lux, vous indiquez que l'élite de la Silicon Valley promeut une vision religieuse de l'intelligence artificielle, la présentant comme une force quasi divine capable de sauver ou de détruire l'humanité. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter les principales entreprises d'intelligence artificielle, leurs activités et les dirigeants les plus emblématiques? D'accord. Alors, les entreprises actuelles de l'intelligence artificielle qui composent ce que moi j'appelle le cartel de l'IA, en tout cas en Occident et plus particulièrement dans la Silicon Valley, c'est OpenAI avec son PDG Sam Altman. Ensuite, on a Anthropic avec son PDG Dario Amodei. On a ensuite DeepMind qui est dirigé par Demis Hassabis. Et ensuite, on peut considérer que Facebook, en tout cas Meta, est une entreprise d'IA également. Donc voilà, on ne présente pas Mark Zuckerberg. Et Google, qui est également une entreprise d'IA à part entière. Après, le reste des entreprises de la Silicon Valley sont soit des acteurs plus minoritaires, soit ont des patrons qui se sont moins imposés comme des fondateurs / philosophes depuis 2 ans. Donc c'est pas spécialement la peine de les citer. D'accord, donc OpenAI c'est ChatGPT, pour les autres c'est quoi exactement? Anthropic c'est Claude, DeepMind je ne sais plus comment il s'appelle, Google c'est Gemini et Meta utilise leur modèle soi-disant open source qui s'appelle Llama. Très bien. Le titre de votre livre parle de prophète de l'IA. Pourquoi ce choix de terme? Alors, la notion de prophète est venue assez naturellement parce qu'en fait, je me suis rendu compte à partir du déploiement de ChatGPT, donc en fin novembre, début décembre 2022, il y a eu l'émergence d'un discours qu'on peut qualifier de doublement apocalyptique autour de la technique. Avec d'un seul coup, on a vu apparaître dans les médias grand public des oracles autour de ce que la technologie était capable de faire, soi-disant, et autour des promesses qu'elle recelait pour l'avenir de l'humanité. Et en gros, ces discours-là se sont assez rapidement éloignés du champ universitaire ou du champ même marketing classique pour aller piocher directement dans un champ lexical de l'ordre du religieux, avec des notions de transcendance, avec des notions d'annihilation de l'espèce humaine. Et on a vu en fait un certain nombre de patrons anciens ou nouveaux de la Silicon Valley, patrons d'ailleurs, mais pas que, des investisseurs aussi traditionnels de la Silicon Valley, qui se sont mis à adopter des discours vraiment d'ordre de l'oracle en fait. Donc c'est pour ça que le terme de prophète s'est assez vite imposé à moi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais pas particulièrement le seul à les appeler comme ça, parce que dans plusieurs publications tech, notamment nord-américaines, le terme est revenu assez régulièrement pour qualifier justement ce nouveau discours extrêmement alarmiste autour de la technique. Quels sont selon vous donc les véritables objectifs des élites technologiques? S'agit-il d'un simple progrès scientifique ou plutôt d'une quête de pouvoir absolu à travers le transhumanisme et une possible dictature techno-futuriste? Alors, c'est une question à la fois très précise et qui recouvre pas mal de concepts. En fait, effectivement, vous avez utilisé le bon mot. Je pense qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui l'idéologie de l'élite de la Silicon Valley sans parler du transhumanisme. Le transhumanisme, donc la croyance selon laquelle la rationalité technoscientifique va permettre à l'être humain de dépasser sa forme actuelle pour devenir quelque chose de plus, une sorte de surhomme, de surhumain, que eux appellent le post-humain, sachant que le transhumanisme, c'est l'étape intermédiaire entre l'humain et le post-humain. Donc, les transhumains sont ceux qui sont en train d'accéder au post-humain. Et en fait, cette matrice idéologique, effectivement, elle est essentielle pour comprendre la portée politique de ce discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises de la Silicon Valley et leurs patrons plus particulièrement sont mus par un projet idéologique transhumaniste et ils considèrent que leur fortune plus leurs compétences ingénieriales pardon, que leurs compétences technoscientifiques font d'eux littéralement une espèce à part, supérieure au reste de l'humanité, et que ils ont du coup une espèce de droit qui est plus un droit divin mais qui est un droit technoscientifique à imposer la vision du futur des sociétés humaines. Et cette vision du futur, elle passe nécessairement par l'augmentation, par l'hybridation avec la machine.
et elle vise à obtenir bon, non seulement la transformation des capacités cognitives humaines, mais aussi des choses beaucoup plus immédiates comme l'immortalité, par exemple. C'est pour ça qu'on a des gens comme Sam Altman, comme Peter Thiel, comme Marc Andreessen, qui sont voilà, des grands investisseurs de la Silicon Valley, qui ont massivement investi ces dernières années dans des startups de longévité qui visent à augmenter la durée de vie humaine. Et l'exemple le plus flagrant de cette programmatique transhumaniste, si vous voulez, c'est Elon Musk, qui se revendique pas directement du terme de transhumaniste, mais qui, par ses investissements et par ses poursuites entrepreneuriales, incarne en fait tous les buts recherchés par l'idéologie transhumaniste. Donc SpaceX pour la conquête du cosmos, ce qu'il appelle faire de l'espèce une espèce interplanétaire, xAI pour l'intelligence artificielle, donc pour l'hybridation avec la machine, Neuralink qui propose de mettre des puces dans le cerveau humain pour nous hybrider littéralement avec ce qu'il appelle l'intelligence artificielle. Et ensuite, voilà, on retrouve aussi chez lui des discours autour de la notion d'immortalité, la notion de longévité et la notion de supériorité de ce qu'il appelle l'élite cognitive, qui est composée donc d'entrepreneurs de la tech. Est-ce que vous pouvez nous donner donc quelques exemples d'hybridation entre l'homme et la machine et vous parliez de sociétés donc qui voudraient allonger la durée de vie, voire immortaliser ces élites-là. Et comment ça se matérialise quels sont les exemples de produits qui s'ingèrent, par exemple? Ouais, alors il y a un petit peu tout. Il y a en fait ces différentes stratégies d'immortalité. La première, la plus vieille, qui est directement liée au mouvement transhumaniste californien, c'est Alcor. Alcor, c'est une société qui fait de la préservation de corps ou de cerveau à la mort de la personne, qui propose de placer donc soit le corps, soit pour ceux qui n'ont pas les moyens, juste la tête dans un bloc d'Azote, avec l'espoir que la personne soit un jour ressuscitée lorsque la technique le permettra. Ça, c'est quelque chose qui est assez vieux, hein, qui date des années 80. Et on a voilà, pas mal de gens dans cette sphère technophile qui a souscrit à ce service-là et qui donc se retrouvent avec des petits bracelets qui indiquent qu'à leur mort, ils doivent être transférés, leur corps ou leur tête doit être transféré chez Alcor pour une future résurrection. Ensuite, on peut ça leur coûte combien alors, de mémoire, c'est 100 000 pour le corps et quelque chose comme 60 000 ou 80 000 pour la tête. Je sais plus exactement les chiffres, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de dollars à une centaine de milliers de dollars. Ensuite, au niveau de la longévité, on peut citer Calico Life Science, qui a été lancé, c'est le laboratoire de longévité de Google, qui a été lancé il y a déjà une dizaine d'années par Sergey Brin. Faut savoir que Sergey Brin, un des deux fondateurs de Google, est également un transhumaniste. On peut citer Nectome, qui est la startup de longévité dans laquelle a investi Sam Altman, à hauteur de quelques dizaines de millions de dollars. Voilà, il y a plusieurs techniques. Altman a aussi investi dans une société qui propose de numériser le cerveau. Donc on est plus sur une conservation du substrat biologique, mais on est vraiment sur une numérisation totale. C'est en tout cas la promesse. Numérisation totale de l'être à travers un programme informatique pour ensuite être téléchargé, si vous voulez, soit dans un substrat numérique, soit carrément dans un corps robotique pour plus tard. Et existe-t-il justement d'hybridation entre l'homme et la machine, des hommes qui auraient, je sais pas, des jambes bioniques, enfin, pas ce qu'on voit exactement dans certains cadres sportifs qui ont reconstruit leurs jambes avec des outils technologiques, mais plus ce qu'on voit dans le cyberpunk, ce genre de choses. Bien sûr, après, moi je considère que l'homme bionique, pas au sens cyberpunk, mais l'homme bionique de fait existe déjà. Je veux dire, il y a même, j'aime plutôt cette théorie-là, mais le smartphone en tant que tel est une extension, par exemple, de nos capacités cognitives. Donc la question de l'hybridation à la machine, elle est déjà particulièrement d'actualité. Quand on voit qu'aujourd'hui, la mémoire humaine a été externalisée à Internet et par extension à son substrat physique qui est le téléphone dans la poche, on peut déjà considérer que notre intelligence, nos capacités cognitives ne se sont pas forcément augmentées grâce à la machine, mais en tout cas, elles ont déjà été modifiées par la machine. Après, effectivement, vous avez cité le cas des prothèses bioniques. Bon, pour l'instant, on est sur des remplacements, donc on n'est pas sur des augmentations de capacité. Après, je sais qu'il y a des expériences. Il y a dans certains cercles, notamment dans la communauté autour de Vitalik Buterin, qui a inventé Ethereum,
qui lui est aussi assez obsédé par l'immortalité. Il y a voilà, cette volonté de prendre des suppléments, cette volonté d'aller mener des expériences sur son propre corps pour essayer de ralentir sa dégénérescence. Mais c'est des exemples qui sont extrêmement marginaux pour le moment. Tout simplement parce que la technique ne le permet pas. Enfin. Mhm. Vous dites dans votre livre, donc, leurs ambitions, hein, on parle des entrepreneurs de l'IA, visent le même objectif, la domination des sociétés par les géants donc de la Silicon Valley et la construction de régimes autoritaires sur mesure pour leurs rêves techno-féodal. Donc, Ouais. vous parlez donc clairement d'autoritarisme, on le voit à travers donc l'exemple par exemple d'Elon Musk, hein, qui soutient des mouvements très autoritaires en Europe ou même dans son propre pays. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce point-là? Ouais, bah c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dès que ces gens-là commencent à parler un petit peu, et ils aiment pas trop le faire, mais dès qu'ils commencent à parler un petit peu de ce qui ressemble pour eux à une société idéale, on se rend compte, comme le disait Peter Thiel il y a déjà une dizaine d'années, que la démocratie et la liberté sont incompatibles. Et par liberté, ils entendent la liberté d'entreprendre. Leur définition de la liberté à eux, c'est une sorte d'anarcho-capitalisme, en tout cas en théorie, où la prise de décision collective n'existe plus, le contre-pouvoir démocratique n'existe plus, mais tout se fait, en gros, tout se fait à la décision individuelle, si vous voulez. Donc chacun est entièrement libre et entièrement libre de ses mouvements et de ses actes. Mais dans les faits, et c'est là qu'il y a un paradoxe terrible entre ce que professent ces gens-là et ce qu'ils veulent réellement, c'est qu'ils ne sont pas, contrairement à ce que la presse croit, ils ne sont pas libertariens. Parce que le libertarianisme, c'est ça. C'est chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus aucun régulateur, aucun contre-pouvoir. En fait, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est la recherche du monopole total. Monopole absolu, monopole hégémonique. Et on se rend compte avec Musk qu'ils n'ont pas du tout de problème à utiliser l'État dès lors que l'État va mettre sa puissance publique à leur service. Donc ils n'ont pas de problème avec la loi ou avec la régulation, dès lors que la loi et la régulation peuvent leur permettre d'éliminer à la fois d'éliminer la concurrence et de consolider leur monopole. Après, pour les modèles de société plus particuliers, il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est que les rares fois où Musk est allé parler concrètement de l'organisation de la société qu'il voudrait imaginer sur Mars, il a remis au goût du jour ce qu'on appelle, alors j'ai plus le mot en français, mais c'est l'indenture. L'indenture, c'était l'idée que vous payez, une entreprise vous amène typiquement à l'autre bout du monde à l'époque pour aller faire de la prospection minière par exemple, et ensuite vous êtes employé à vie pour rembourser l'entreprise qui vous a amené là-bas. Et ça, c'est le modèle de société qu'imagine Musk pour sa colonie martienne. Donc on a des partout où ces gens-là prennent la parole et partout où ils parlent de politique, leur ambition est de remplacer en fait le processus de décision collectif, la vox populi, par l'interface de machine, par le calcul et surtout par l'hégémonie complète du privé. C'est-à-dire qu'ils veulent complètement se débarrasser de tous les secteurs publics qui, à leurs yeux, sont un gâchis monumental d'argent. Alors que, encore une fois, paradoxalement, je reste sur Musk parce qu'il est actuellement dans un poste gouvernemental. Musk, c'est quelqu'un qui a bénéficié de 38 milliards de dollars d'argent public depuis une dizaine d'années. Et c'est quelqu'un qui va aller nous dire ensuite que l'argent public est mal dépensé et qu'il faut du coup fermer des budgets de santé, fermer des budgets en recherche scientifique, alors que lui-même en est un des plus gros bénéficiaires. Donc ouais, leur volonté, en fait, c'est vraiment de se débarrasser de l'État au sens de l'État démocratique. Très bien. Pensez-vous que l'IA est réellement une menace existentielle ou est-ce une stratégie marketing? Je pense que l'IA n'est pas du tout une menace existentielle. En fait, c'est même assez intéressant. C'est que la manière... Déjà, je considère que l'IA, ça n'a pas de sens. L'IA, c'est pas une technique, c'est une idéologie. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Depuis sa création, qui est à peu près estimée à 1956. En gros. 1956, vous avez un colloque qui s'appelle le colloque de Dartmouth College, qui est organisé par des logiciens qui sont assez célèbres à l'époque, John McCarthy, Marvin Minsky, mathématiciens, logiciens. Et leur ambition est déjà à l'époque de créer une machine qui égalera les capacités cognitives humaines. Et en fait, dès le début, il y a un problème, c'est que c'est des gens qui considèrent que l'intelligence humaine se résume à de la capacité de calcul qui se trouve dans le cerveau. Ce qui a été démenti non seulement par la neurobiologie, mais ensuite par les sciences humaines. Et c'est des gens qui méprisent les sciences humaines, donc ils ne considèrent pas que l'intelligence humaine puisse être un processus collectif, alors même que l'étude des sociétés humaines nous le prouve. Et donc, à partir de cette définition fallacieuse
de ce qu'est l'intelligence humaine, ils ont inventé la notion d'intelligence artificielle, qui serait une machine qui aurait pour but permanent de s'auto-améliorer, et ce faisant, qui pourrait du coup annihiler l'espèce humaine, parce qu'elle l'apercevrait comme une concurrente. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le fonctionnement que ces gens-là décrivent pour parler de la machine correspond en réalité au fonctionnement de l'entreprise capitaliste, des entreprises dont ils sont les patrons. Le seul organisme aujourd'hui artificiel qui n'a pour but que d'éliminer la concurrence, de se reproduire et d'extraire de la valeur et de la force de travail autour de soi, c'est l'entreprise capitaliste. Et donc, à partir de là, ils ont inventé toute une mythologie selon laquelle la machine intelligente, parce que intelligente, serait nécessairement prédatrice et donc représenterait nécessairement un risque pour l'espèce humaine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'intelligence, déjà, ne va pas forcément de pair avec un comportement prédateur. Donc, c'est fallacieux de base. Ensuite, sur des questions plus prosaïques, sur des questions techniques de ce que sont les systèmes d'IA aujourd'hui, on est à des années-lumière d'une quelconque preuve d'intelligence, de sentience ou d'autonomie. C'est-à-dire que ce qui fait partie du lobbying qui a été mis en place depuis 2 ans autour des soi-disant capacités cognitives de l'IA, c'est que les entreprises de la Silicon Valley disposent également d'un monopole sur les outils de test des capacités de leurs produits. Donc forcément, quand vous décidez le produit et que vous dessinez en même temps, que vous concevez en même temps le test qui va permettre de déterminer les capacités du produit, vous allez publier assez régulièrement des rapports qui vont nous expliquer que votre produit est en train d'atteindre petit à petit l'intelligence, la conscience, la sentience et l'autonomie. Mais en réalité, les capacités qui sont évaluées par ces entreprises sont toujours les mêmes. C'est des mathématiques, c'est des compétences ingénieriales, c'est du droit. C'est absolument pas l'éventail des capacités humaines. C'est-à-dire que moi, j'attends qu'on m'explique quand l'IA fera de la poésie, quand l'IA fera preuve d'empathie, enfin des capacités qui sont par définition difficiles à évaluer. Et en fait, ce truc-là, ça pourrait paraître un petit détail, et ça pourrait paraître pas forcément important, et ça pourrait sembler une espèce de divergence philosophique, mais en fait, ça a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire que l'application aujourd'hui des systèmes d'IA sur le marché du travail, par exemple, quand on vous explique que l'IA va remplacer le travailleur humain, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on réduit le travailleur humain à une capacité de production. Et d'ailleurs, OpenAI ne dit pas autre chose. Quand ils définissent leur but, le but existentiel de leur entreprise, qui est d'atteindre l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, cette fameuse machine qui égalerait les capacités humaines, ils précisent que c'est une machine qui égalerait les capacités humaines productives. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas réductible à mes capacités de production. Je ne suis pas juste une machine à produire de la valeur pour ces entreprises. Il y a énormément de choses, même la majorité des choses, des affects et des processus qui nous meuvent au quotidien sont des choses qui ne sont pas évaluables et qui du coup sortent du champ de l'intelligence pour ces entreprises-là. Donc c'est aussi sur ça que je veux alerter, c'est que partout où la machine elle est humanisée, ce qu'on fait c'est qu'on mécanise l'humain. Et ces entreprises-là, par leur discours médiatique, par leur discours de sidération, sont en fait dans une perspective extrêmement réductrice des individus humains et réductrice des sociétés humaines, parce qu'ils considèrent que la société humaine n'existe pas, et ils considèrent que l'individu se réduit à une machine à produire. Donc il faut faire très attention à ça. Très bien. Vous le dites d'ailleurs dans le livre que l'IA, en fait, ce sont de simples calculateurs de probabilité qui n'ont aucune compréhension des mots et concepts qu'ils reprennent. Le chatbot ne sait pas ce qu'il dit, il estime ce qu'il doit dire. Exactement. Exactement. Au cœur de la technique actuelle de ce qu'on appelle les grands modèles de langage, on trouve en fait une modélisation statistique. Et c'est pareil, ça peut paraître un détail, mais c'est très important de comprendre comment fonctionnent ces systèmes pour générer de l'information, parce qu'en fait, ça a des conséquences assez dramatiques sur la manière dont ils calculent le monde. Aujourd'hui, ces logiciels sont utilisés pour simuler le monde, pour simuler les comportements humains. Et comme vous l'avez très bien dit, ce sont des calculateurs statistiques. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que leur simulation du monde va être un modèle réduit statistique. Et la simulation des individus va être encore une fois un modèle réduit statistique. Et la conséquence très concrète de ce modèle du monde, c'est que plus vous vous éloignez de la médiane, plus vous êtes difficile à calculer, plus la machine va commettre des erreurs au moment de vous simuler. Et très concrètement, quand vous déployez des systèmes de machine learning pour calculer par exemple des allocations familiales,
Vous allez vous retrouver, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, avec 10 000 familles qui sont mal calculées par l'algorithme, qui sont placées en situation de dette, et ça entraîne évidemment des existences qui sont complètement brisées, et ça va jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce que le système est entraîné sur une définition de la médiane, qui est une définition blanche, bourgeoise, mâle et valide. Donc si vous n'appartenez pas à ces catégories et vous ne possédez pas toutes ces catégories, vous n'êtes plus dans la médiane. Et plus vous vous en éloignez, plus la machine a du mal à vous calculer. Et évidemment, ça tombe sur les mêmes marges, sur les mêmes minorités qui sont déjà marginalisées par le monde dans lequel on vit, par la société dans laquelle on vit, la société capitaliste, validiste, bourgeoise et blanche. Donc en fait, il y a une reproduction numérique du système d'inégalité structurelle qui sous-tend nos sociétés. Et ça a été prouvé. Si vous voulez, il y a une chercheuse qui s'appelle Virginia Eubanks qui a sorti un bouquin il y a déjà 6-7 ans qui s'appelle Automating Inequality et qui montre que les systèmes de calcul machine, avant qu'on appelle ça IA, on appelait ça du machine learning parce que la technique n'a pas fondamentalement changé. Et elle expliquait qu'en fait, partout où vous déployez des systèmes, notamment dans le tissu social, vous automatisez les inégalités et donc vous les renforcez. Et ça, c'est dû directement au fonctionnement statistique des systèmes. On parle souvent dans les médias d'une avancée donc, technologique majeure, comme l'électricité ou Internet. Est-ce que pour vous, c'est une comparaison pertinente? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que il faut encore qu'on me démontre un seul cas d'usage qui change le paradigme des sociétés avec ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. Moi, je vois même pas en fait une innovation qui est rentable, même au sein du capitalisme. C'est-à-dire que même le dynamisme, vraiment la fonction de base qu'on attend d'une innovation dans la Silicon Valley, c'est quand même de générer de l'argent normalement. Hein. C'est quand même de générer du profit pour les entreprises qui créent ces produits. Le business model d'OpenAI, qui est considéré comme le leader du secteur, c'est de perdre 5 milliards de dollars l'année dernière. Donc c'est des systèmes qui en fait promettent énormément, mais qui n'ont aucune application concrète pour le moment. Il y a un article du Financial Times qui est sorti il y a à peu près 2 mois, qui est pourtant le Financial Times ne peut pas être quand même accusé d'être particulièrement décroissant ou marxiste ou anticapitaliste, et qui démontrait qu'en fait l'impact du déploiement de l'IA sur la productivité, sur la croissance mondiale est pour le moment négligeable. On en est déjà quand même, ça fait plus de 2 ans que ces systèmes sont déployés. Donc s'il y a 2 ans, on n'est toujours pas capable, les entreprises sont toujours pas capables de nous démontrer un seul cas d'usage concret, je vois pas comment, comparer ça à l'électricité ou comparer ça à Internet, ça n'a mais aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et deuxième différence entre l'électricité et Internet et l'IA, pardon, c'est que l'IA aujourd'hui est une technique qui structurellement encourage le monopole. Il n'est pas possible pour vous ou pour moi, il est quasiment impossible pour vous ou pour moi de développer des systèmes d'IA maison. Vous êtes obligé de passer par les systèmes d'Amazon, de Google, de Microsoft, d'OpenAI et compagnie. Internet, ça a été bâti sur des protocoles ouverts qui ont été développés par des chercheurs universitaires. Donc dès le début, vous pouviez, avec très très peu de matériel, mettre en ligne un site Internet. La différence, elle est majeure. C'est-à-dire qu'avant qu'Internet soit devenu un espace de concentration et de monopole, comme on peut le connaître aujourd'hui avec... d'ailleurs, ce sont les mêmes sites qui ont transformé Internet en un espace extrêmement fermé, extrêmement monopolistique. À la base, Internet était bâti et est toujours bâti sur des programmes ouverts. L'IA aujourd'hui, en tout cas l'IA telle qu'on la connaît depuis ChatGPT, nécessite tellement de ressources matérielles et énergétiques que personne, ni vous ni moi, ne pouvons nous l'approprier. Donc non, impossible. On assiste à un transfert massif, non seulement de capitaux depuis l'argent public vers le privé, mais ça fait une trentaine d'années que c'est déjà le principe de base du néolibéralisme, la privatisation de l'État, la sous-traitance de l'État aux intérêts privés, mais surtout avec l'installation de ces entreprises-là dans tous les secteurs de la gouvernance d'État, on assiste à un transfert de pouvoir en fait. On assiste à un transfert de responsabilité. Et comme disait, il me semble que c'était la chercheuse Mélanie Mitchell qui disait que le but aujourd'hui des GAFAM, moi je vais continuer à les appeler les GAFAM, même si on dit maintenant les 7 magnifiques, parce qu'il y a Nvidia qui est venu s'intercaler là-dedans,
le but des GAFAM aujourd'hui, au-delà de gagner de l'argent, parce que ils n'ont pas spécialement besoin en fait aujourd'hui, c'est encore une fois pour établir un monopole, c'est de devenir le système nerveux central des sociétés humaines. C'est-à-dire que leur but, c'est que la société s'organise autour de leurs infrastructures. Et donc, le fait de déployer évidemment des systèmes de machine learning, mais pas que, parce que les systèmes de machine learning, ils reposent sur une infrastructure de cloud, ils reposent sur une infrastructure de data center gigantesque, ils reposent sur l'idée même que la société numérisée soit totalement numérisée. Et donc, le but... Ouais, allez-y. Si je reviens donc sur ce que vous dites, est-ce que le monde est finalement contrôlé, vu qu'il dispose des centres de données de la majorité des êtres humains et d'Internet, est-ce que ce monde est contrôlé par les GAFAM aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont Alors une déjà, force de frappe tellement grande qu'ils peuvent contrôler plus ou moins toutes les données dans le monde est-ce qu'ils ont un pouvoir qui est au-dessus des États, finalement? ils ont un pouvoir qui est inédit dans l'histoire des sociétés humaines. Et c'est pour ça que des gens comme Cédric Durand ou Yevgeny Morozov, ou Yanis Varoufakis parlent de techno-féodalisme, parce que eux considèrent, c'est ouvert à débat, mais ils considèrent que le capitalisme a pris fin, qu'on ne peut plus parler de capitalisme à partir du moment où on n'est plus dans une économie de marché, mais dans une économie de rente. Ces entreprises-là, enfin, aujourd'hui, elles sont sur un modèle de rente. Et en fait, ils pensent que ces intellectuels-là pensent que la comparaison la plus apte, c'est avec les seigneurs de l'époque féodale. Donc, moi, en tout cas, je me contenterai de dire que, effectivement, on se retrouve face à des entités qui ont un pouvoir inégalé dans les sociétés humaines. Et quand on voit la pénétration de ces entreprises-là, comme je le disais, dans tous les services régaliens de l'État, hein, donc police, défense, justice, mais aussi éducation. On voit que la France a encore signé un partenariat de 74 millions d'euros avec Microsoft autour de la santé. On voit que Elon Musk peut avoir une responsabilité, peut avoir un poids sur la ligne de front en Ukraine parce qu'il a déployé Starlink auprès de l'armée ukrainienne. C'est vrai que les États aujourd'hui sont en passe de perdre largement de leur souveraineté par rapport aux intérêts des GAFAM. Et quand on voit en fait la taxation ridicule dont ces GAFAM font l'objet en Europe et l'absence totale de régulation qu'il y a eu en 25 ans aux États-Unis sur la tech, effectivement, on peut tout à fait considérer que ces entreprises-là, qui sont les 10 entreprises les plus cotées des bourses américaines, sont en capacité comment dire, d'orienter les sociétés humaines. Et c'est ce qu'elles essaient de faire, d'ailleurs, par la voix de leur PDG. Leur manière de faire, c'est d'essayer d'orienter idéologiquement les sociétés humaines vers un stade de post-démocratique qui sera en fait une forme d'autoritarisme. Vous parliez justement d'Elon Musk, et vous dites dans le livre que justement il dispose désormais d'un quasi-monopole de l'orbite terrestre, où près de 5000 satellites Starlink flottent désormais à 550 km d'altitude. De quoi s'agit-il et pouvez-vous nous donner plus de détails? Starlink, c'est le projet d'Elon Musk de fournir un accès à Internet par satellite pour que le globe tout entier soit couvert par une connexion Internet. Partout c'est possible, y compris sur les mers. Et son système prévoit le déploiement de... Alors, c'est pas ma spécialité exactement, mais il me semble que c'est une grosse dizaine de... Non, je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Le problème, c'est que, encore une fois, en l'absence de régulation aux États-Unis et en l'absence de gouvernance, en l'absence de régulateur mondial de ces techniques orbitales, Elon Musk a eu le droit, et son entreprise SpaceX a eu le droit de lancer ses satellites comme bon lui semblait en fait. Et donc ces dernières années, il en a lancé, moi j'écrivais 5000 à l'époque, mais on a déjà dépassé parce qu'il en lance à peu près tous les mois. Donc on doit être à plusieurs milliers de satellites qui sont tous sur la même orbite, que d'ailleurs on peut aujourd'hui observer à l'œil nu, dépendamment des passages de ces trains de satellites. Hein. Il me semble qu'en France on peut en voir aussi la nuit dans la campagne, vous pouvez voir un petit train de satellites se déplacer. Et en fait, personne n'est en capacité aujourd'hui de dire à Elon Musk, vous arrêtez ça, en fait, vous ralentissez ça, vous arrêtez ça, on fait autrement. Et pourtant, l'alarme a été sonnée par notamment
pardon, les chercheurs en espace, il me manque un mot, euh, qui expliquent en fait les astronomes, pardon. Les astronomes ont tiré la sonnette d'alarme en expliquant que ça allait être une catastrophe totale pour l'observation du ciel nocturne et que ça allait être aussi une catastrophe totale au niveau aérospatial à cause du nuage de débris que ça peut provoquer. Parce qu'effectivement, ces satellites sont tellement nombreux que sur le nombre, il y en a certains qui tombent en panne, il y en a certains qui dysfonctionnent. Et donc, ça crée des débris, en fait, des débris orbitaux. Et ça devient un problème non seulement donc, pour les astronomes au sol, pour l'observation du ciel, mais aussi pour les autres satellites de communication et même l'ISS, quoi. Et en fait, on se retrouve avec une situation où Elon Musk aujourd'hui a tellement, si vous voulez, blindé cette orbite précise qu'il n'y a même pas de possibilité en fait d'aller le concurrencer ou d'aller juste nettoyer ses débris. Il se retrouve dans une situation de monopole sur cette orbite-là. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, c'est le fonctionnement de ces gens-là, hein. Peu importe leur industrie, il y a une recherche du monopole le plus rapide possible. Vous évoquez donc dans le bouquin des divisions au sein de ce groupe de savants fous. De quoi s'agit-il exactement entre les accélérationnistes et les décélérationnistes? Alors, c'est deux courants qui en réalité n'en forment qu'un. C'est un petit peu ce que j'expliquais avec la notion de double apocalypse. C'est-à-dire que les gens qui expliquent que l'IA va nous transcender et que donc il faut absolument déréguler toute l'industrie de l'IA pour y arriver le plus vite possible, ce qui s'appelle les accélérationnistes, accélérer le progrès humain, accélérer l'avancée de ce qu'ils appellent la techno-capital machine, donc déréguler les marchés financiers pour démultiplier l'investissement pour à la fin arriver plus vite à notre futur transhumaniste. Ces gens-là et leurs soi-disant adversaires, qui sont les décélérationnistes, qui eux considèrent que le risque d'annihilation de l'humanité est trop important et que du coup il faut un contrôle extrêmement strict sur la production de l'intelligence artificielle. Ces gens-là se côtoient, ces gens-là fréquentent les mêmes cercles et leurs désaccords peuvent être très réels. Il y a vraiment des gens qui sont persuadés qu'il faut accélérer, d'autres qu'il faut contrôler. Mais en fait, tout ça à la fin a la même fonction, si vous voulez, que le paradis et l'enfer dans la liturgie religieuse. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un paradis, il faut qu'il y ait un enfer. Et en fait, les deux agissent en miroir, mais à la fin, la fonction du paradis et de l'enfer, c'est quand même de nous dire que l'au-delà existe, que donc Dieu existe, et que donc, du coup, il faut croire. Et qu'en fonction de la manière dont on se comporte, on va finir dans l'un ou dans l'autre des scénarios. Avec l'industrie de l'IA, c'est la même chose. Que vous soyez accélérationniste ou décélérationniste, dans les deux cas, vous êtes convaincu que la machine toute puissante non seulement va exister, mais que son imminence est là, en fait, que la machine est pour très très bientôt. Et donc, ces deux prophéties, qui paraissent opposées, servent en réalité le même but, c'est de convaincre le reste du public d'une sorte de fatalité de l'arrivée de l'IA. Dans le livre, vous présentez un petit peu donc les origines idéologiques, religieuses de tous ces courants-là. Vous l'avez évoqué en début d'entretien. Est-ce que vous pouvez le développer un tout petit peu plus pour qu'on comprenne mieux? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, c'est très simple. Comme je disais plus tôt, le transhumanisme est la matrice commune à tous ces individus, à tous ces idéologues de la Silicon Valley. Et le transhumanisme, quand on prend un peu l'histoire du transhumanisme, sa première apparition du verbe transhumana, c'est chez Dante dans la Divine Comédie. Et ça décrit le moment où Dante, après avoir traversé l'enfer, se retrouve aux portes du paradis. Et la condition pour qu'il accède au paradis, c'est de quitter sa forme humaine. Transhumana. Donc sortir de son humanité pour devenir quelque chose de plus. Et ensuite, quand on fait un petit pas en avant, on se retrouve dans les années, on se retrouve en 1940, 47, il me semble, avec Julian Huxley, qui est l'inventeur du transhumanisme moderne, et qui déjà appelait ça une religion sans révélation. Et en fait, le transhumanisme, c'est une réécriture technoscientifique du millénarisme religieux. C'est l'idée que grâce à la tech et la science, l'humain va quitter son corps pour devenir un pur esprit, pour s'approcher d'une perfection divine qu'il a perdue. Sauf que vous remplacez la prière par la technique et la science, et vous remplacez Dieu par la machine puissante. Mais en gros, c'est la même histoire. Et ce que nous disent aujourd'hui les Sam Altman, les Elon Musk, les Peter Thiel, les Marc Andreessen, c'est que l'imminence de la divinité artificielle est proche. Et en fait, c'est un récit millénariste classique
où en gros on nous dit éternellement que le retour de Jésus-Christ est proche et qu'il annoncera 1000 ans de prospérité. Et quand vous lisez aujourd'hui quelqu'un comme Marc Andreessen, qui est un mec qui est le type qui a inventé Netscape, le navigateur Netscape dans les années 90, et qui est un des principaux investisseurs et idéologues de la Silicon Valley, il a écrit un manifeste qui s'appelle le Techno-Optimist Manifesto, dans lequel il dit pas autre chose. Et il nous dit que il est accélérationniste, évidemment, et il dit que le jour où la sainte machine, l'IA, donc la fameuse IA toute puissante, sera enfin créée, on aura une société d'abondance qui nous enverra dans la galaxie et qui nous permettra de nous multiplier dans une société d'abondance radicale. Et en fait, on est ni plus ni moins que dans le royaume des cieux avec une abondance. Et en gros, ceux qui sont choisis, ceux qui ont défendu la machine, seront sauvés et seront transcendés vers une forme plus parfaite. Et dans ces deux récits, on retrouve, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec la quête d'immortalité de ces gens-là, c'est qu'en fait, ce sont tous des néoplatonistes. Et le néoplatonisme, c'est l'idée que Platon disait le corps est le tombeau de l'âme. Et donc, c'est l'idée que le corps est une prison, si vous voulez. Et ça, c'est un truc qui se retrouve absolument aussi dans la religion catholique. L'idée que le corps pourrissant est une source de péché et que du coup, il faut essayer de s'en sortir, du coup, par la transcendance, par la prière, par la méditation. Et en fait, c'est ce que font exactement, c'est le but que recherchent aujourd'hui les idéologues de la Silicon Valley, qui considèrent aussi que la finitude du corps est une limite qu'il faut absolument dépasser, quoi. Alors, pour synthétiser rapidement, quels sont selon vous les risques concrets de l'IA aujourd'hui sur le plan de la santé, des libertés, de l'écologie, pour qu'on comprenne en 2-3 minutes? Alors, en 2-3 minutes, on l'a déjà dit, le problème avec l'IA, c'est que partout où vous voyez de l'IA, il faut imaginer que c'est soit les GAFAM qui arrivent derrière et qui vont prendre le pouvoir de l'État, donc de la collectivité. Partout où vous voyez de l'IA implantée, généralement, ça signifie une plus grande inféodation à des services privés. Donc ça augmente la perte de souveraineté des États. Au travail, quand vous voyez de l'IA et qu'on vous explique que l'IA va vous remplacer, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un patron qui va déqualifier vos conditions de travail. Il n'est jamais question de vous remplacer, mais il est question de vous déqualifier, de vous déplacer. Partout où l'IA s'implante au bureau pour automatiser des tâches, c'est pas pour vous faire gagner du temps libre, c'est pour vous payer moins et pour vous faire travailler plus. Ensuite, au niveau environnemental, l'IA, l'infrastructure qui sous-tend l'IA, c'est l'infrastructure extractive du début à la fin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'IA sans des minerais rares, sans du travail, qui est du travail quasiment esclavagiste au Congo, sans une pollution majeure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les data centers consomment déjà plus que le secteur de l'aviation. Et ça, c'est avant les prévisions d'explosion du secteur dans les années qui viennent. Donc c'est également un désastre environnemental. Et puis globalement, pour les sociétés humaines, en fait, tout simplement, c'est la redéfinition de l'être humain en version réduite. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est que partout où la machine est humanisée, il y a une volonté de vous réduire en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter activement. Parce que cette technique ne fonctionne que sur le pillage. Le pillage, l'extraction de la valeur, de votre valeur travail, l'extraction et le pillage de la création humaine, de la créativité humaine, et qu'elle ne fonctionne pas si elle doit respecter tout simplement des valeurs de dignité humaine. Donc partout où elle passe, partout où on essaie de l'imposer, il y a une dégradation des conditions de vie humaine. Très bien, ça. Donc, selon vous, on perd énormément en créativité avec l'intelligence artificielle. Vous l'avez évoqué rapidement, mais grâce à l'IA, on pourra un peu plus contrôler donc les populations. On le voit dans certains pays comme la Chine ou d'autres pays. La reconnaissance faciale, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de matérialisation de l'exploitation de l'IA pour contrôler les populations? L'exemple le plus extrême, il se passe à Gaza, tout simplement. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par le journaliste Anthony Lewandowski qui s'appelle The Palestine Laboratory, qui explique comment un certain nombre de techniques de surveillance, de calcul et de prévision algorithmiques ont été testées et sont encore testées en cours sur la population gazaoui et qui servent en fait le génocide en cours perpétré par Israël. Et techniquement, ça s'appelle des systèmes. Il y a un système qui s'appelle Lavender et un système qui s'appelle Gospel, qui sont des systèmes qui ont été déployés par l'armée israélienne pour aider à la prise de décision, pour identifier
des personnes qui seraient considérées comme combattantes et qui pourraient ensuite, du coup, justifier un bombardement. Et ce système-là, concrètement, il se base sur un échantillon d'informations avec énormément de faux positifs et qui, en fait, c'est du scoring, hein, ni plus ni moins, sauf que dans le cadre d'une action militaire, ces techniques de scoring, la conséquence qu'elles ont eue, ça a été de multiplier par je ne sais plus combien le nombre de victimes civiles acceptables par combattant éliminé. Donc en gros, les techniques de scoring, de prédiction, de calcul à Gaza ont dégradé, si vous voulez, la valeur de la vie humaine. Après, vous avez parlé de la Chine. Je connais moins la Chine, donc je ne vais pas forcément aller sur ce terrain. Mais je vous parlais d'un truc beaucoup plus proche de nous aussi. Aux Pays-Bas, il y a 2 ans, il y a un scandale qui a éclaté sur la question des allocations familiales de familles entières qui ont été mal notées par l'algorithme et qui ont vu leur vie complètement brisée. On va se diriger vers des scandales similaires en France. L'association La Quadrature du Net a fait un travail formidable pour essayer de comprendre les algorithmes qui sont déployés actuellement à la CAF, à Pôle emploi, aux impôts. Et en fait, on se rend compte que le système de scoring considère que être pauvre, si vous voulez, est déjà un facteur discriminant. Et en fait, plus on automatise l'État et plus on transforme le processus démocratique par un processus de calcul et de simulation, plus vous allez avoir des vies qui vont être dégradées. Très bien. Vous parliez donc de l'utilisation de l'IA aujourd'hui à Gaza, là, au Proche-Orient. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'utilisation de l'IA dans l'armement aujourd'hui, ses perspectives, les dangers que ça pourrait représenter? Alors, les exemples concrets, vous avez Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG de Google, qui a lancé une entreprise de fabrication de drones autonomes qui sont en train d'être livrés en Ukraine. Vous avez Anduril Technologies, qui est nouveau fleuron de ce qu'on appelle l'anti-Silicon Valley. C'est une Silicon Valley qui fait du militaire, qui fait également des drones dopés à l'IA et qui vient de s'associer justement avec OpenAI et qui devrait bénéficier de très très gros contrats d'armement sous l'administration Trump. La conséquence numéro 1 de ça, c'est la perte de responsabilité pénale, hein, j'entends, des belligérants devant des tribunaux internationaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une machine qui va prendre même partiellement la décision d'éliminer des combattants dans un drone, vous vous extrayez de toute responsabilité pénale par rapport aux tribunaux sur les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Donc c'est une aubaine, évidemment, pour toutes les armées du monde, parce que c'est la promesse de pouvoir buter qui on veut, à terme, sans avoir jamais besoin de s'expliquer, parce qu'on pourra toujours expliquer ça par le fait que c'est la machine qui a pris la décision et plus l'être humain. Donc ça, c'est vraiment la conséquence la plus importante de l'introduction d'IA, en tout cas de machine learning dans de l'armement. Et à partir du moment où vous avez des armes autonomes, le droit de la guerre, il est quasiment caduque. Et donc on peut se retrouver avec des conflits dans le futur, des conflits sans responsable, en fait, si vous voulez. Des massacres de masse sans responsable. Et c'est exactement, je reviens encore une fois, mais c'est exactement à ça que sert l'algorithme Lavender qui a été développé par Israël. C'est de permettre à l'armée israélienne de se détacher de la responsabilité d'avoir identifié ou mal identifié telle ou telle personne et d'avoir en fait massacré des civils. Donc là, vous donniez l'exemple de drones. Est-ce que des robots vont être lancés sur les champs de bataille? Est-ce que la technologie va le permettre dans les années à venir? Bon, après, il faut définir robot, mais encore une fois, Israël faisait partie des premiers pays à avoir, il me semble, des tourelles mitrailleuses automatisées. Avec reconnaissance des comportements et système de mise à feu automatique, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr. Mais après, sur la question des robots, si vous pensez à des robots humanoïdes, non, clairement, on n'y est pas du tout. Le robot humanoïde est aussi un fantasme marketing, n'en déplaise à ce que propose Tesla. Enfin, on en est quand même à un niveau où Elon Musk est obligé de mettre des mecs, déguiser des mecs en robots, pour prétendre que son entreprise est capable de créer des robots humanoïdes. La position humanoïde est juste pas pratique. Elle obéit à une espèce de fantasme encore une fois, de domination quasiment esclavagiste, avec l'idée qu'on va avoir une forme humanoïde qui sera à notre service. Mais d'un point de vue pratique, ça n'a aucun sens. Un autre exemple qui a été beaucoup monté en épingle depuis une dizaine d'années, c'est Boston Dynamics. Vous avez certainement vu leurs vidéos avec les espèces de chiens robots qui accomplissaient toutes sortes de figures dans tous les sens.
Boston Dynamics, leur grand objectif, c'était de choper des contrats militaires avec l'armée américaine. L'armée américaine a décidé d'essayer, notamment pour le transport de munitions, transport de matériel sur les théâtres de conflit. Et ben, ils ont vite résilié le contrat, ils ont abandonné les tests parce qu'en fait, le robot est beaucoup trop lent, il est beaucoup trop bruyant. Et en fait, ça ne correspond pas du tout aux besoins de l'armée américaine. Donc, je pense qu'on n'est pas tout de suite sur des robots terrestres. Après, voilà, des drones autonomes dans les airs, là, on y est déjà pour le coup. Très bien. On voit aussi un truc peut-être moins grave, des robots chez Amazon, ce genre de choses, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements, il me semble aussi. Ouais, mais comme partout, en fait, c'est intéressant parce que toute tentative, l'automatisation en elle-même est un mirage. Partout où vous entendez parler d'automatisation, donc de remplacement théorique de l'agentivité humaine et de l'autonomie humaine, que ce soit dans un entrepôt ou que ce soit dans un bureau, par des machines, c'est faux. C'est-à-dire que on se rend compte que tout ce que ça fait, c'est qu'encore une fois, désolé, je reviens sur un peu le même argument, mais ça déqualifie le travail humain et ça transforme les humains en opérateurs. Et vous avez besoin, en fait, toujours d'opérateurs qui vont aller contrôler la machine et qui vont aller, en fait, faire un travail de vérification quand la machine se plante inévitablement. Et c'est vrai, d'ailleurs, aussi bien avec ChatGPT qu'avec les petits robots livreurs d'Amazon, avec énormément de choses, en fait. On a fait le tour. Merci Thibaut Prévost pour ces éclairages. Bah, merci à vous. Merci d'avoir repris. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse, publié aux éditions Lux. Un grand merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. Pensez à partager cette émission, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous dis à tous, à très bientôt sur Mizan TV.